Bonjour à tous, il est 15 heures. Merci de suivre avec nous ce journal du 15 janvier 2026 dont voici les titres. L'Université de Djibouti a inauguré le laboratoire l'ARES, un pôle d'excellence en recherche énergétique. En sport, cette fois, le Maroc et le Sénégal se qualifient pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ce que nous verrons en fin de journal. C'était les titres. Place au développement de ce journal. Le ministre fédéral de l'Intérieur somalien a présidé une réunion de sécurité à Las Anod. Le ministre fédéral de l'Intérieur, le général Abdullahi Cheikh Ismail, a présidé aujourd'hui une réunion de sécurité dans la ville de Las Anod. La réunion a été suivie par le vice-président de l'administration régionale du Nord-Est, M. Abdelrachid Youssouf, et le commandant de la police somalienne, le major général Assad Ousmane Abdullahi. La réunion s'est concentrée sur le renforcement de la sécurité, la préparation pour la cérémonie d'inauguration du président et du vice-président également de l'administration régionale du Nord-Est pour l'adoption d'un plan visant à garantir une sécurité complète pendant toute la durée de la cérémonie. Dans le reste de l'actualité, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Abdelkader Hussein, a pris part aux travaux de la 5e réunion consultative pour la promotion des initiatives de paix au Soudan qui s'est tenue le 14 janvier 2026 au Caire. Cette réunion s'inscrit dans le cadre d'une série de réunions consultatives visant à renforcer la coordination des initiatives de paix en vue de mettre fin au conflit et trouver des solutions politiques en République du Soudan. Le ministre a, dans son intervention, souligné cette initiative présentée par le Premier ministre soudanais au Conseil de sécurité des Nations Unies concernant la paix au Soudan qui permettra, a-t-il indiqué, d'unir les efforts internationaux à renforcer l'option pacifique et à ouvrir la voie à un processus politique global bénéficiant d'une large adhésion. En marge de cette réunion, le chef de la diplomatie et son homologue de la République arabe d'Égypte portant sur l'engagement partagé des deux nations sur la question du Soudan. Nous allons parler cette fois de l'Isra wal Mi'raj. À l'instar du monde musulman, la République de Djibouti célèbre demain, la journée du vendredi 16 janvier, la fête d'Isra wal Mi'raj correspondant au 27e jour du mois de Rajab du calendrier hégirien. Cette commémoration se déroule dans une atmosphère spirituelle empreinte de foi, de recueillement, reflétant l'attachement profond de la société djiboutienne à cet événement religieux. À cette occasion, la journée est observée comme un jour férié officiel en République de Djibouti. Dans le reste de l'actualité, il y a cette inauguration qui s'est tenue aujourd'hui à l'Université de Djibouti. Inauguration du laboratoire l'ARES, un pôle d'excellence en recherche énergétique financé par la Banque mondiale, créé dans le cadre du projet AC Impact de la Banque mondiale. Le laboratoire de recherche en énergie et système énergétique, l'ARES, ouvre une nouvelle ère pour la recherche scientifique et l'innovation énergétique à Djibouti et dans la Corne de l'Afrique. La cérémonie d'inauguration s'est tenue en présence des hautes autorités académiques et gouvernementales témoignant de la mobilisation collective en faveur du développement de la recherche scientifique, dont le ministre Dr Nabil Mohamed Ahmed, ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, ainsi que Dr Jama' Mohamed, président de l'Université de Djibouti. Cette infrastructure de pointe, financée par le projet AC Impact de la Banque mondiale, positionne l'Université de Djibouti comme un acteur stratégique de la recherche appliquée dans le domaine de l'énergie en Afrique de l'Est. Placée sous la direction de Dr Shaker Ibrahim, directeur du laboratoire l'ARES, cette nouvelle structure vise à renforcer durablement les capacités de recherche, de formation, d'innovation de l'Université de Djibouti. Dotée d'équipements scientifiques modernes, le laboratoire offre aux étudiants, chercheurs et enseignants un environnement propice au développement des solutions adaptées dans les domaines énergétiques et notamment dans l'énergie renouvelable.
Et pour plus d'explications, suivant ce mot du ministre donc, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed. Et ce que j'ai vu aujourd'hui dans le laboratoire de recherche en énergie montre l'évolution. On ne peut pas comprendre ce qu'on a vu si on ne parle pas de notre historique. Bientôt, l'université va fêter ses 25 ans. Et quand le président a décrété la mise en place d'un pôle universitaire, c'était dans l'optique d'abord de former des jeunes hommes et des jeunes femmes qui puissent être capables de prendre en charge le développement de notre pays. Je dirais que cette mission aujourd'hui est accomplie dans la mesure où on a des doctorants, des masters, les enseignants djiboutiens sont capables de relever ces défis. Mais on ne peut pas développer un pays uniquement en enseignant. Il faut également réfléchir à l'industrialisation de ce pays, à son développement durable. Et aujourd'hui, le laboratoire de recherche en énergie est en train de réussir ce challenge. Réussir à ce challenge par, bien sûr, la recherche. Tous ces docteurs, ces masters qui ont été formés, qui viennent de la faculté d'ingénieurs ou qui viennent des différents doctorats ou des UIT de l'université de Djibouti, développent des choses remarquables. Remarquables, mais en liaison, toujours, avec nos préoccupations. Mais ce ne sont pas que des préoccupations djiboutiennes, elles sont également des préoccupations internationales. Et un pays sans énergie ne peut pas se développer. Nous n'avons pas de pétrole, mais nous avons des hommes et des femmes capables de réfléchir. Et ce laboratoire aujourd'hui, et je prends quelques exemples. D'abord, je tiens à féliciter vraiment le président de l'université, son équipe, ces jeunes qui me font plaisir. Et je pense que quelque part on est rassuré, on rassure notre population de se dire que cet investissement aujourd'hui, il est là par ces hommes et ces femmes et les équipements qu'ils ont et le travail qu'ils font. Le travail qu'ils font maintenant concrètement c'est quoi? On n'a pas, je disais, du pétrole, mais il faut qu'on travaille pour développer les énergies nouvelles et renouvelables. Dieu nous a donné le soleil. Commençons déjà par le soleil. Ils ont développé des panneaux solaires. Ils sont en train de les améliorer, de les tester, d'augmenter leur performance à travers des systèmes compliqués, mais également des fois des systèmes simples, comme le nettoyage des panneaux solaires automatiques, mais également par des systèmes numériques. Et je tiens vraiment à féliciter tous ces jeunes qui m'ont fait plaisir, dans la mesure où, dans le cadre de leur thèse, certains ont fait des projets qui aujourd'hui sont de brevets. On a parlé tout à l'heure de l'onduleur qui permet de relever ces défis, comment une énergie nouvelle et renouvelable, quand elle est injectée dans le système, je dirais, le grid normal, comment éviter les problèmes que cela peut engendrer. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on s'est dit, et souvent les gens nous critiquent en disant « mais que produisent vos universités, que produisent vos chercheurs ?» Là, ils sont en train de travailler sur un programme concret, dans la mesure où ils sont en train de développer, d'abord des parkings solaires, où on va mettre des bornes qui vont permettre donc de charger les batteries des voitures, des bajages, des mobylettes, sur un prix, je dirais, pas excessif, mais qui puisse permettre, bien sûr, un fonds de roulement. Ils sont en train de développer des maisons totalement qui conservent l'énergie. Ils sont en train de développer des systèmes qui puissent permettre également d'améliorer l'efficacité énergétique. Et tout cela en travaillant avec nos partenaires, les différents partenaires djiboutiens ou internationaux. Le laboratoire d'analyse, de modélisation et d'optimisation LAMO de l'Université de Djibouti, en collaboration avec l'Association djiboutienne pour le développement des activités mathématiques ADAMAT, a organisé des cérémonies de remise de prix de la phase régionale des Olympiades nationales de mathématiques en ce jeudi 15 janvier. La cérémonie centrale s'est tenue à la salle des conférences de la faculté d'ingénieurs, tandis que les cérémonies similaires ont été organisées dans l'ensemble des communes de la capitale ainsi que dans toutes les régions de l'intérieur, notamment Ali Sabeh, Arta, Dikil, Tajora et Obor, afin de garantir une participation inclusive équitable sur l'ensemble du territoire national. La remise des prix pour les Olympiades pour la phase régionale. Donc cette Olympiade est organisée
en collaboration avec l'association djiboutienne Adam Mat, ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Ce concours est avant tout un événement qui sensibilise la promotion et qui permet de promouvoir les mathématiques des jeunes, qui permet d'inspirer surtout les élèves du lycée et les étudiants de l'Université de Djibouti. Donc aujourd'hui, nous avons tenu la remise des prix de la phase régionale et nous avons donné rendez-vous aux étudiants et aux élèves pour la phase nationale qui se tiendra le 1er février, dimanche 1er février 2026 à l'Université de Djibouti au campus de Balbala. Voilà, donc ce concours est organisé par le laboratoire LAMO et de l'Université de Djibouti et l'association Adamat du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. L'ONEA de l'Office national de l'eau, de l'assainissement de Djibouti poursuit ses actions pour améliorer l'accès à l'eau potable à travers plusieurs projets majeurs. Parmi eux, le projet PERAD connaît des avancées importantes visant à renforcer les infrastructures, d'élargir le réseau d'assainissement dans plusieurs quartiers de la capitale, dans les quartiers 7, quartier 7 bis. La première phase des travaux est aujourd'hui presque achevée, améliorant progressivement le service aux usagers. Sur le terrain, le directeur général de l'ONEA est à pied d'œuvre, supervisant les travaux et suivant de près l'avancée de l'usine de dessalement. Cette extension permettra de doubler la capacité de production qui passera de 22 000 à 44 000 mètres cubes d'eau par jour afin de mieux répondre à la demande croissante. Ces initiatives traduisent également l'engagement du gouvernement et de l'ONEA pour garantir un accès durable et équitable à l'eau potable. Cependant, des branchements illégaux continuent de perturber le bon fonctionnement du réseau, de nuire à l'environnement. L'ONEA appelle les usagers concernés à régulariser leur situation auprès des services compétents dans l'intérêt de tous. Et pour plus de précision, nous vous proposons de suivre cette interview du chef de service des travaux, M. Aynan Moussa. De nombreux travaux sont en cours, comme les travaux d'extension d'assainissement, les projets pirates, dont la première phase est achevée à 80% à CAR 7 et à CAR 7 bis. Les quelques mètres linéaires restants seront achevés, Inch'Allah, dans les jours à venir. Après, ces travaux d'extension vont se poursuivre dans d'autres quartiers de la capitale, mais aussi il y a un autre projet très important qui va débuter très prochainement, qui concerne l'usine de dessalement. On va augmenter la capacité de la production de l'usine, qui est actuellement fixée à 22 500 mètres cubes d'eau par jour. Donc on va doubler la production, on va atteindre à 45 000 mètres cubes d'eau par jour. Donc c'est bien, c'est beaucoup, parce que la ville s'agrandit, les besoins en eau augmentent également. Nous investissons beaucoup dans les travaux préventifs pour la production d'eau et pour l'extension du réseau, parce que c'est bien pour maintenir l'équilibre et répondre aux besoins de la population. Tous ces ouvrages-là doivent être préservés collectivement parce qu'ils représentent un coût important. Donc c'est un investissement très important. Malheureusement, nous observons de nombreux branchements illégaux sur les réseaux eau potable et sur le réseau d'assainissement dans certains quartiers de la commune de Balbala et Bolaos. Donc ce n'est pas une bonne pratique parce que ça entraîne des fuites, des débordements sur la voie publique et ça impacte aussi bien sûr la qualité de l'environnement. Donc nous invitons les foyers concernés à se rendre dans nos agences pour discuter et régulariser leur situation de branchement. C'est très important pour nous et parce que c'est très important pour le bon fonctionnement de nos infrastructures.
De là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale avec cette deuxième phase du plan de cessez-le-feu à Gaza. Les États-Unis ont annoncé le lancement de cette deuxième phase. L'envoyé spécial américain Steve Witkoff a déclaré que cette nouvelle phase prévoit des avancées vers la démilitarisation, la mise en place d'une gouvernance technocratique chargée de la gestion des affaires civiles, ainsi que le démarrage d'un vaste programme de construction des infrastructures détruites. Selon Witkoff, Washington œuvre en collaboration avec ses partenaires régionaux et internationaux afin d'assurer une mise en œuvre progressive et efficace de cette phase, tant dans le but d'empêcher toute reprise de violence. L'Union africaine appelle les États-Unis à préserver la solidarité internationale après le retrait de plusieurs institutions multilatérales. Dans un communiqué officiel, l'Union africaine a appelé les États-Unis à maintenir l'esprit de solidarité et de coopération, insistant sur le fait que le partenariat entre les nations est essentiel pour relever les défis transfrontaliers, garantir la stabilité politique et le développement durable en Afrique et dans le monde. Le communiqué a également souligné que la coopération multilatérale reste un pilier indispensable pour faire face aux grandes crises mondiales, notamment les pandémies, le changement climatique et les crises alimentaires. Et pour clore ce journal, nous allons parler de sport. Le Maroc et le Sénégal se qualifient pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les sélections du Maroc et du Sénégal ont validé leur qualification pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations à l'issue des rencontres des demi-finales disputées ces jours, témoignant de leur enthousiasme populaire autour des équipes, notamment pour le Maroc. De son côté, le Sénégal s'est également qualifié pour la finale après sa victoire face à l'Égypte en demi-finale. Jouée la veille, la finale opposera donc le Maroc et le Sénégal dans un choc très attendu de ces grandes nations du foot africain. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent début de week-end à toutes et à tous.